Bonjour. Bienvenue à tous au sein du Palais des Congrès qui nous accueille pour la cérémonie de rentrée de l'EFB, pour votre premier serment. Ce petit serment, rite initiatique, qui marque votre entrée dans la belle profession d'avocat. Un serment d'importance, puisque dans le cadre de votre stage et de vos différents stages, vous deviendrez détenteur de secrets comme n'importe quel autre avocat. Nous commencerons cette cérémonie par l'audience solennelle au cours de laquelle la Cour d'appel déportée, ou délocalisée plutôt, viendra à vous pour recueillir votre serment d'élève avocat. Alors je vous imagine impatient, enthousiaste, peut-être fébrile. Alors je vous préviens tout de suite et je me dois de vous dire qu'il s'agit d'une véritable audience. Et évidemment, comme à l'audience, les applaudissements ne sont pas de mise, de même que les photos. Alors dans un premier temps, je vais demander aux membres du Conseil de l'Ordre de bien vouloir revêtir leur robe et de s'installer dans les travées pour justifier de votre serment. Cette audience solennelle sera présidée par Monsieur le Premier Président Jean-Michel Ayat et par Messieurs et Mesdames les magistrats de la Cour. Le ministère public sera représenté par Monsieur Rémy Hetz, procureur général, et enfin Monsieur Lionel Fro, directeur du greffe, donnera lecture de votre serment. Chers élèves, mesdames et messieurs, levez-vous pour accueillir la Cour. L'audience solennelle est ouverte. Veuillez vous asseoir. Madame la bâtonnière de Paris, je ne vous vois pas bien. Voilà, vous êtes là. Monsieur le vice-bâtonnier, monsieur le directeur de l'EFB, mesdames et messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, monsieur le président du Conseil national des barreaux, mesdames et messieurs les bâtonniers du ressort, Madame la présidente de la Cour administrative d'appel, qui, je crois, nous fait l'amitié d'être présente parmi nous ce matin, Madame la directrice de l'École nationale de la magistrature, je crois voir également au deuxième rang Madame la présidente de la conférence des bâtonniers, j'espère n'avoir oublié personne parmi toutes ces hautes personnalités qui nous font l'amitié d'assister à cette audience solennelle, et bien évidemment, chers élèves avocats. C'est une audience solennelle à nul autre pareille qui se tient ce matin, d'autant qu'il nous a fallu veiller à respecter strictement toutes les règles sanitaires afin de nous protéger, afin de vous protéger d'un risque de contamination à l'heure où la Cour d'appel de Paris et plusieurs tribunaux judiciaires du ressort sont atteints de plein fouet, à tel point que nous approchons du seuil d'alerte. Nous allons néanmoins pouvoir ce matin recueillir votre serment grâce aux efforts déployés par Madame la bâtonnière de Paris, Monsieur le vice-bâtonnier, Monsieur le directeur de l'École française du barreau, pour la parfaite organisation de cette audience. C'est un moment important que vous vivez aujourd'hui, un moment fondateur, le début d'une longue et belle histoire professionnelle. Vous avez réussi l'examen d'accès à l'école de formation du barreau de la région Île-de-France. La Cour, par ma voix, tient à vous adresser ses plus vives félicitations et à vous adresser ses vœux sincères de succès et d'épanouissement personnel et bien évidemment une éclatante réussite dans l'exercice de cette belle profession. Votre serment
celui de 1558 élèves avocats, si on a bien compté, va être recueilli dans quelques instants. Le serment que vous allez prêter n'est pas encore celui de l'avocat qui s'engage à exercer les fonctions d'avocat avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. À cet égard, j'avais lu l'année dernière dans l'ouvrage de maître Bertrand Perrier, avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, que c'est sous l'impulsion de maître Gisèle Halimi et du président Robert Badinter, tous deux grandes et nobles figures du barreau de Paris, qu'avait été abandonné l'ancien texte du serment qui exigeait notamment, rappelons-nous ces termes, le respect des tribunaux, des autorités publiques et qui imposait de ne rien dire ni publier qui soit contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'État, à la paix publique. Autant de prohibitions qui étaient apparues beaucoup trop restrictives de la liberté d'expression des avocats. Il m'apparaît important de souligner de nouveau cette année le chemin parcouru grâce à deux grands et unanimement respectés avocats du barreau de Paris. Revenons-en à votre serment de ce jour que l'on appelle communément le petit serment, dont l'importance ne vous échappera pas. Le serment que vous allez prêter engage personnellement et moralement l'élève avocat au secret professionnel, au-delà d'une simple obligation de confidentialité contractuellement prévue. En outre, il donne à la Cour l'occasion d'appeler solennellement votre attention sur sa portée à travers quelques observations que vous me permettrez de vous livrer. Vous allez intégrer l'école de formation du barreau qui va vous préparer à l'exercice d'un métier passionnant mais difficile, accaparant, mais qui devrait vous apporter la satisfaction d'être utile aux autres. Je n'ignore pas que la soif d'apprendre de l'élève avocat est essentiellement orientée vers les apprentissages professionnels, savoir identifier la juridiction compétente, engager une action, maîtriser la procédure, prendre en compte les différents délais, conclure pertinemment, exceller dans l'art oratoire, ou pour revenir à des considérations probablement moins exaltantes, savoir tenir une comptabilité d'activité. Mais je sais que le directeur de l'école de formation du barreau, le directeur de l'EFB, dont je salue vraiment amicalement son directeur, Gilles Acommando, magistrat, anciennement premier président de la Cour d'appel de Pau, saura vous rappeler qu'il est tout aussi important de vous imprégner de ces vertus essentielles que sont l'éthique et la déontologie, notions essentielles qui devront vous accompagner tout au long de votre carrière. Elles vous apparaîtront de prime abord comme une matière théorique, une matière qu'il faut appréhender sans qu'elle suscite de prime abord un réel enthousiasme. Pourtant, toutes les compétences opérationnelles que j'évoquais à l'instant ne suffiront pas si vous n'adoptez pas en toutes occasions une attitude digne et probe et si vous n'agissez pas avec indépendance en respectant déontologie et éthique dans l'action. Tout cela vous sera enseigné et prenez le temps de vous imprégner de ces notions essentielles qui émergent de plus en plus fortement dans nos vies professionnelles, que l'on soit avocat ou magistrat. Sachez, chers élèves avocats, que dans quelques semaines, le 10 février 2022 très exactement, quelques 246 auditeurs de justice, des élèves magistrats en quelque sorte, qui deviendront dans 31 mois des magistrats répartis dans la France entière, de Dunkerque à Bastia, de Cayenne à Papeete, prêteront un serment bien proche du vôtre, puisqu'ils jureront devant la Cour d'appel de Bordeaux de garder le secret professionnel et de se conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice, en présence de leur directrice Nathalie Roret, que je salue ce matin, directrice de l'ENM, qui était jusqu'à l'été 2020 vice-bâtonnière du barreau de Paris. La symbolique de confier la direction de l'ENM à une avocate et la direction de l'EFB à un magistrat ne vous aura pas échappé. C'est dire à quel point nos deux professions doivent apprendre à travailler ensemble. J'appelle précisément de mes vœux, en cette période où l'on peut encore se le permettre, des échanges nourris entre nos deux professions. La crise sanitaire et les incompréhensions qu'elle a pu générer lors du premier confinement ont rendu plus que jamais nécessaire un partenariat vivant entre la magistrature et le barreau,
et je me félicite pour ma part de la richesse des échanges noués au quotidien avec les 9 bâtonniers du ressort de la Cour d'appel de Paris depuis ces 3 dernières années. Et là encore, je tiens à saluer leur présence ce matin au Palais des Congrès. L'exercice au quotidien de nos professions, parlons-en précisément. L'avocat recherche une vraie liberté dans l'exercice des droits de la défense et des formules d'organisation du travail qui épargnent les pertes de temps. De son côté, le magistrat appelle de ses vœux les écritures des parties qui soient efficientes et facilitent l'analyse du litige, comme l'élaboration de la décision, une présentation des dossiers correspondant à ses attentes et un temps d'audience efficace. Quant au justiciable, qui doit être au centre de nos préoccupations communes, il souhaite un traitement de son affaire prévisible, rapide, conforme au droit et à l'équité, pas coûteux dès lors qu'il gagne son procès, mais aussi, et j'allais dire surtout, une décision claire, immédiatement compréhensible et exécutable. Au moment où nos concitoyens estiment que la durée du procès et son coût sont trop souvent disproportionnés par rapport à l'enjeu du litige, l'interrogation de nos méthodes de travail me semble incontournable. Mais je vous propose de sortir quelques instants du politiquement correct en vous citant les propos d'un très grand avocat, ce qui ne sera pas pour déplaire au parrain de votre promotion, Maître Richard Malka. Oui, je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques lignes du beau livre de Maître Georges Kiechmann, intitulé « L'homme qui voulait être aimé ». Je crois même deviner que la citation ne va pas déplaire à monsieur le vice-bâtonnier Vincent Gnoret. Écoutons Maître Georges Kiechmann. René Moatti, mon premier maître, a eu une forte influence sur moi, car il ne se laissait pas impressionner par les tribunaux ni par ses confrères. Il m'a transmis l'idée qu'il faut assumer avec énergie ce que l'on fait. Je ne suis pas dans la provocation vis-à-vis des magistrats, mais je pense qu'il faut être ferme dans certaines circonstances. Eux aussi sont pris dans des mécanismes psychologiques et des préjugés. Bien que cela ne soit plus considéré comme tel par les magistrats, on dit que les avocats sont des auxiliaires de justice. J'aime cette expression. Un avocat est quelqu'un qui doit se battre pour obtenir une décision juste. Il existe une satisfaction intellectuelle dans l'art de la nuance et de la démonstration. Voir les gens douter ou changer d'avis est une récompense, mais les avocats ne sont pas des robots. Il arrive que l'on soit débordé par la subjectivité. Dans l'affaire Maurice Agnelet, l'accusé du meurtre d'Agnès Leroux, m'était si antipathique que cela se traduisait dans mon comportement de partie civile. J'étais de plus en plus agressif à son égard. J'ai la réputation d'être féroce dans les prétoires. Souvent, on me dit que j'ai été dur, implacable dans un débat ou une discussion, mais je ne m'en rends pas compte. La formule piquante me vient spontanément. J'ai l'ironie à fleur de peau, corrigée par l'humour que je retourne très souvent contre moi. J'ai pu être insolent, vif, railleur, méprisant même, poursuivi un jour par le Conseil de l'Ordre pour avoir dit à un confrère qu'il était un crétin. J'ai déclaré que je ne pouvais me rétracter car j'étais un amoureux de la vérité. J'ai toujours eu du mal à me priver d'une belle formule. Fin de cette belle citation de Maître Kiechmann. Pour vous convaincre de toutes ces réalités qui s'entrechoquent, que vous n'avez pu encore concrètement appréhender, sachez, chers élèves avocats, que le souhait de la Cour depuis plusieurs années est de pouvoir accueillir de futurs avocats dans les juridictions du ressort et à la Cour d'appel, afin de leur faire découvrir de l'intérieur le fonctionnement, l'organisation, les contraintes des différents services d'une juridiction. Même si ce n'est pas toujours facile pour des raisons tristement budgétaires, nous avons toujours favorisé l'accueil des élèves de l'EFB en stage PPI, tant au tribunal de Paris que de Bobigny, Créteil, Évry, Meaux, Melun, ainsi qu'à la Cour d'appel. À ce titre, je me réjouis tout particulièrement du nombre considérable des 53 stages PPI offerts au sein des 8 pôles de la Cour d'appel, et je vous remercie tout particulièrement, Madame la bâtonnière, de soutenir ces stages, mais je dois dire que les bras m'en tombent lorsque j'apprends que 20 postes sont toujours vacants. Chers élèves avocats, c'est une opportunité exceptionnelle qui vous est offerte
de découvrir le fonctionnement d'une chambre civile ou d'une chambre correctionnelle, de découvrir la richesse d'un délibéré, les points qui font débat à l'issue de plaidoiries, les recherches de jurisprudence entreprises pour éviter la cassation, l'examen des pièces. C'est une chance qui ne se reproduira plus jamais ensuite de découvrir comment les juges élaborent une décision à l'issue d'un débat couvert par le secret le plus absolu au sein d'une collégialité, de découvrir le mécanisme qui conduit à retenir une peine plutôt qu'une autre, ou vous interrogeant finalement si la parole de l'avocat lors de sa plaidoirie en défense a porté ou pas. Ces stages vous permettent une immersion complète au sein d'une formation civile, sociale, commerciale, économique ou correctionnelle. Et sur les 1558 avocats que vous êtes ce matin, j'apprends donc que ces 20 postes seraient encore vacants, alors même que lorsque viendra la recherche d'intégrer un cabinet d'avocats, une fois votre formation terminée, un tel stage, effectué au sein de la Cour ou d'un des tribunaux du ressort, sera un plus qui enrichira, croyez-le bien, votre curriculum vitae. Et monsieur le bâtonnier Olivier Cousy, que je tiens à saluer bien amicalement au terme de ces 2 années de bâtonnat, n'a cessé de me le confirmer ces 2 dernières années. La Cour ne peut se résigner à un tel constat de vacances, et si cette audience permet à 20 élèves avocats de franchir le pas, ils peuvent être certains que ce stage leur sera bénéfique pour la suite de leur carrière, pour avoir acquis en quelques mois une connaissance fine de l'intérieur de l'institution judiciaire. La direction de l'EFB, l'équipe de la première présidence, dispose de la liste des affectations encore disponibles et je ne peux pas taire ma stupéfaction de la situation qui prévaut en ce moment. J'ose espérer que nous résoudrons d'ici la fin de cette semaine cette difficulté grâce à vous tous. Vous pensiez en avoir fini avec ma plaidoirie d'un nouveau genre? Eh bien non. En effet, le ministère de la Justice vient de valider le principe d'une expérimentation qui me tient à cœur, je le reconnais, portée, je l'avoue même, portée conjointement donc par la première présidence, l'association Droit et Procédure, dont votre chaleureuse et talentueuse bâtonnière Julie Couturier a été la présidente pendant de nombreuses années de cette belle association Droit et Procédure, et projet également porté par Madame la professeure agrégée de droit, Soraya Amrani-Mekki, qui était également ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature. L'idée est simple et concerne la sphère civile, commerciale et sociale des juridictions. L'audience de plaidoirie est un moment essentiel qui s'ouvre par le rapport effectué par le président d'audience ou par son assesseur. L'idée est donc de confier au stagiaire PPI le projet de rapport d'audience sous l'autorité du magistrat. Ce rapport, qui ne serait pas une pièce de procédure, serait transmis une quinzaine de jours avant l'audience de plaidoirie via le RPVA à tous les avocats des parties et ce rapport pourrait indiquer le ou les points sur lesquels la juridiction souhaiterait bénéficier d'un éclairage complémentaire. Ainsi, la plaidoirie deviendrait interactive avec une formation de jugement préalablement éclairée sur les tenants du litige, à l'écoute des plaidoiries conçues pour répondre aux interrogations de la juridiction. Les magistrats qui composent la formation de cette audience solennelle ce matin sont tous prêts à former les stagiaires PPI volontaires au cours d'un enseignement théorique prodigué par l'EFB, si son directeur en est d'accord, mais je crois savoir que le directeur de l'EFB y est pleinement disposé. Nous mettons la dernière main, Madame la bâtonnière, à un avant-projet de protocole que nous allons vous soumettre pour définir le cadre procédural de ce rapport à l'audience afin que tout soit parfaitement balisé. 14 postes de nouveaux stagiaires PPI sont offerts à la Cour, 17 autres postes sont ouverts dans les 9 tribunaux judiciaires du ressort de Paris à Auxerre, en passant bien par Meaux, Melun, Fontainebleau, Sens et Auxerre. On a souhaité que ce dispositif soit ouvert à toutes les juridictions du ressort. Je le précise, cette expérimentation n'est pas financée par le barreau, mais financée par le ministère de la Justice pour œuvrer au rapprochement entre nos deux professions dans le concret et dans le travail au quotidien. Sachez que cette expérimentation suscite également
le vif intérêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais également celui de la Cour d'appel de Versailles. Et si nous réussissons cette expérimentation, il n'est vraiment pas exclu qu'elle puisse être étendue à d'autres ressorts. En clair, c'est vous, chers élèves avocats, qui avez en main pour tous ces stages, pour 84 d'entre vous, 53 stages PPI classiques et ces 31 stages tout à fait nouveaux qui vous seraient proposés, c'est vous qui pourriez œuvrer de manière décisive au rapprochement au quotidien entre nos deux professions par le vivre et le travailler ensemble. C'est un défi qu'il nous faut relever pour le gagner ensemble. Sachez que parallèlement, tous les auditeurs de justice effectuent un stage de 3 mois en cabinet d'avocat pendant leur formation initiale à l'ENM. Je suis convaincu qu'il faut maintenir cette passerelle, d'autant que dorénavant, 51% des auditeurs de justice ne viennent plus du concours étudiant, mais sont recrutés dans le cadre d'une reconversion professionnelle, un tiers de ces auditeurs issus du monde professionnel étant en l'espèce d'anciens avocats. Bref, j'espère vous avoir convaincu, chers vous tous, que ce qui nous rapproche, ce qui nous unit, est bien plus important que ce qui nous divise. Ne l'oublions jamais. Ne perdons jamais de vue qu'il n'est de justice démocratique sans un barreau puissant, exerçant librement les droits de la défense. Nous sommes, chacun à notre place, des piliers vivants de la démocratie et de ce que l'on appelle l'état de droit. Par les temps qui courent, ce n'est pas si mal. Au terme de ce propos, la Cour tient donc à vous renouveler, vous qui incarnez la nouvelle génération d'avocats, ses plus vives félicitations et à vous adresser bien sincèrement ses vœux de brillante réussite. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Merci, Monsieur le Premier Président. Madame la bâtonnière, Monsieur le vice-bâtonnier, Monsieur le directeur de l'École de formation des barreaux, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, Mesdames et Messieurs les bâtonniers du ressort, Madame la Présidente de la Cour administrative d'appel, Madame la Directrice de l'École nationale de la magistrature, je souhaiterais en premier lieu remercier le barreau de Paris et l'École de formation des barreaux, l'EFB, pour l'organisation de cette prestation de serment et leur dire combien nous sommes sensibles aux précautions prises pour assurer la tenue de celle-ci aujourd'hui dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire. Vous dire aussi à tous combien c'est un plaisir pour moi de requérir ce serment pour la première fois en ma qualité de procureur général dans cette magnifique salle du Palais des Congrès de Paris. Nous renouons aujourd'hui avec une tradition interrompue en 2021 pour cause de pandémie, la promotion Feral Schul, c'était son nom, ayant dû prêter serment à distance l'année dernière. Cette tradition à laquelle je viens de faire allusion, qui a connu il y a plusieurs années une véritable révolution, le jour où les prestations de serment des élèves avocats ont été reçues non plus à la cour d'appel, mais hors les murs judiciaires, à la Mutualité, à la salle Pleyel, au Louvre même, et donc aujourd'hui au Palais des Congrès de Paris. Mesdames et messieurs les élèves avocats, cette cérémonie est évidemment la vôtre. Et c'est d'abord à vous que je veux m'adresser aujourd'hui. Pour la plupart d'entre vous, c'est la fin de longues études universitaires, après un examen qui, je le sais, a été particulièrement sélectif en fin d'année dernière. Après une période difficile, au cours de laquelle la pandémie vous a contraint pendant de longs mois à recourir à des enseignements à distance. Pour certaines et pour certains d'entre vous, c'est aussi, en accédant à l'EFB, la concrétisation d'une reconversion professionnelle et je mesure, soyez-en certains à cet égard, les efforts, voire l'abnégation qui ont été les vôtres pour mener de front études et activités professionnelles. C'est donc avec plaisir, très chaleureusement, que je vous adresse
à toutes, à tous, mes plus vives et sincères félicitations pour votre réussite à l'examen d'entrée à l'école de formation des barreaux. Le serment que vous allez prêter dans quelques instants, communément appelé le petit serment, n'a de petit que le nom. C'est votre premier serment. C'est un serment qui est qualifié, et là je vous renvoie à vos études de droit, c'est un serment qui est qualifié de promissoire, en ce qu'il comporte une promesse, un engagement fort, en l'espèce, puisque ce sont les termes de ce serment, celui de conserver le secret de tous les faits et actes dont vous aurez eu connaissance en cours de formation ou de stage. Et si dans quelques instants, vous allez dire à l'unisson et de façon collective, je le jure, après qu'aura été lue la formule de votre serment par monsieur le greffier en chef, monsieur le directeur de greffe, cet unisson ne doit pas occulter le fait que ce serment vous engage, chacune et chacun d'entre vous, individuellement, personnellement et très fortement. Ce serment est en effet un acte essentiel et profond. Ce n'est pas simplement une formalité, c'est un moment solennel, un rite de passage. C'est le sésame qui va vous permettre de suivre pendant les 18 mois à venir la formation dispensée par l'EFB, à la fois en son sein, bien sûr, mais aussi dans le cadre de stages aussi divers que riches d'enseignement. Les fameux stages PPI dont Monsieur le Premier Président a parlé à l'instant. Vous pourrez ainsi avoir le privilège, notamment d'effectuer un stage à la cour d'appel ou dans les tribunaux judiciaires du ressort, stage au cours duquel vous accompagnerez des magistrats du siège, du parquet, dans leur pratique quotidienne. Et c'est une occasion unique pour vous d'appréhender la façon dont les décisions de justice s'élaborent et de connaître ainsi, sinon l'autre côté du miroir, du moins l'autre côté du prétoire. Sachez que le parquet général et les parquets du ressort, en particulier, seront heureux de vous accueillir et de vous accompagner au cours de votre stage. Tout au long de cette formation, vous vous rappellerez donc l'obligation qui sera la vôtre de respecter le secret des informations dont vous aurez connaissance. Vous allez en effet avoir accès à des informations d'une sensibilité particulière, qui mettent en cause des intérêts patrimoniaux parfois considérables, mais aussi et surtout l'honneur d'hommes et de femmes impliqués à un titre ou à un autre, victimes, auteurs, dans des procédures judiciaires. Et c'est la force de ce serment qui fondera la confiance de ceux qui se tourneront vers vous dans des moments souvent difficiles de leur vie. En vous, vos interlocuteurs verront, à partir de ce jour, un professionnel assermenté. Et c'est aussi pour cela que violer le secret professionnel revient à violer la loi, notre loi commune, et expose l'auteur d'une telle violation à un risque de poursuite pénale et disciplinaire. Lorsque vous prêterez un nouveau serment dans quelques mois, mais cette fois-ci en qualité d'avocat, vous jurerez d'exercer vos fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Ce serment, votre grand serment dans quelques mois, ne comporte aucune interdiction et il consacre la liberté de la défense. Il insiste sur le respect d'une éthique professionnelle et d'une déontologie sans lesquelles on ne peut se prétendre auxiliaire de justice, car si la technique et les compétences juridiques s'acquièrent, l'éthique et la déontologie relèvent d'un état d'esprit. Et c'est grâce à cet état d'esprit que vous serez crédible vis-à-vis de vos contradicteurs et de vos interlocuteurs au quotidien. Il faut en effet que ces principes soient pour vous de véritables réflexes qui président à votre stratégie de défense, à vos rapports avec vos interlocuteurs, qu'ils soient confrères, magistrats, clients ou toute autre intervenante au procès. Ces principes qui vous seront rappelés au moment de votre grand serment, cette fois sûrement dans la première chambre de la Cour d'appel de Paris, devront vous guider tout au long de votre vie professionnelle. Ils devront constituer les fondements, le socle de votre exercice professionnel futur, et je suis certain que vous y puiserez une réelle force quand le doute parfois vous saisira.
C'est bien parce qu'elle constitue une ardente obligation que la déontologie est au cœur de la formation que vous allez suivre. La déontologie ne doit pas relever seulement de l'incantation, elle doit se vivre au quotidien. Appropriez-vous donc très tôt ces réflexes déontologiques. Ils seront pour vous une boussole qui vous guidera tout au long de votre exercice professionnel. Au-delà de nos personnes, nous devons en permanence nous rappeler que nous sommes tous magistrats, avocats, investis d'une mission particulière au service de la justice, rendue au nom du peuple français. Par ailleurs, fort de l'enseignement fondateur que vous allez recevoir à l'EFB, pour être un conseil compétent et éclairé, vous devrez avoir le souci permanent d'un approfondissement et d'une actualisation de vos connaissances. Vous allez bénéficier, grâce à la qualité des formateurs qui vont vous accompagner, de conditions optimales pour vous préparer à votre future profession. La direction de l'école, que je salue chaleureusement, et son conseil d'administration ont mis tout en œuvre pour que cette formation initiale soit ancrée dans la réalité de notre monde, et ce, au travers d'enseignements professionnalisants, ouverts aux méthodes collaboratives et aux nouvelles technologies. Le souci d'entretenir ces connaissances à travers une formation continue adaptée devra être présent tout au long de votre parcours professionnel. Il n'est pas de légitimité, en effet, sans compétence. Vous devrez aussi être attentif, Monsieur le Premier Président l'a rappelé, à la qualité des relations entretenues avec les autres acteurs judiciaires, magistrats et greffiers principalement. Il ne s'agit pas de connivence ou d'entre-soi, mais d'écoute et de respect pour la mission, les fonctions et les contraintes des autres. Nous devons toutes et tous être vigilants pour assurer le maintien harmonieux de ces liens. Madame la bâtonnier l'a encore rappelé hier dans la presse. Et vous devez savoir que dans cette enceinte même du Palais des Congrès de Paris, nous avons ensemble, magistrats et avocats, réfléchi à 2 reprises à cette question, au mois de novembre 2019 et novembre 2021. Vous voyez, c'était hier. Et nous avons fixé ensemble un certain nombre d'orientations communes, de lignes forces qui engagent localement nos professions. Vous voilà à l'aube donc de votre vie professionnelle. Vous allez connaître des mutations auxquelles il faudra vous adapter. Vous ne pourrez pas vous y dérober, tant les attentes et les exigences envers la justice sont toujours plus grandes, et tant elles seront toujours à l'avenir plus grandes. Les bouleversements seront sans doute une source de tension. Ils supposent de notre part à tous de la vigilance afin que les principes fondamentaux, qui sont le socle de notre démocratie, ne soient jamais remis en cause. Et vos meilleurs alliés, votre meilleur rempart dans un exercice professionnel non exempt de risques, seront donc votre compétence, votre humanité et votre déontologie. C'est en les mettant au service de la justice et des justiciables que vous réussirez votre vie professionnelle. Au moment de clore mon propos, je forme en ces premiers jours de l'année 2022 des vœux très sincères et chaleureux pour que vous connaissiez, chacune et chacun d'entre vous, toutes les satisfactions possibles tout au long de votre formation. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, j'ai l'honneur de requérir qu'il plaise à la Cour, en application des dispositions de l'article 12.2 de la loi du 31 décembre 1971, de recevoir le serment des élèves avocats, me donner acte de mes réquisitions et dire que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Merci, Monsieur le procureur général. Madame la bâtonnière, vous avez la parole.
Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Monsieur le Procureur général, Monsieur le Directeur de greffe, nous tenons à vous remercier très sincèrement et très chaleureusement pour votre présence ce matin, en dépit des circonstances difficiles que nous connaissons. En réalité, vous avez tout dit. Vous connaissez mon attachement extrêmement fort à une relation harmonieuse entre nos deux professions et vous savez qu'en effet, je ne rate jamais une occasion d'évoquer ce thème qui m'est extrêmement cher. Vous l'avez dit, nous sommes tous, si je puis dire, de façon un peu familière sur le même bateau. Nous contribuons tous à la même œuvre, qui est l'œuvre de justice, au bénéfice effectivement des justiciables. Il ne s'agit en effet pas de connivence, mais simplement de se parler, de se respecter et de travailler ensemble effectivement en bonne intelligence. Donc, merci infiniment pour votre présence. Nous sommes également très attachés aux questions de formation et vous l'avez rappelé, la présence symbolique d'une avocate à la tête de l'ENM et d'un magistrat à la tête de l'école de formation du barreau sont des signes extrêmement forts qui vont nous permettre, dans les années qui viennent, de multiplier les formations en commun auxquelles je suis également attachée et le développement de cette culture commune qui nous semble absolument indispensable. Merci infiniment pour votre présence ce matin. Et je ne doute pas que vous demandez à la Cour de recueillir... Et bien évidemment, je demande à la Cour de requérir le serment des élèves avocats dont Monsieur le directeur de greffe voudra bien lire la formule. Merci Madame la bâtonnière. Nous arrivons donc à un moment tout à fait solennel. Je vais vous demander de bien écouter donc les consignes pour que cette prestation de serment ne souffre d'aucune critique. Dans quelques instants, Monsieur le directeur de greffe va vous donner lecture de la formule de serment. Ensuite, je vous demanderai de tous vous lever et de vous préparer à lever la main droite et dire « Je le jure ». Je vous adresserai ce signe-là pour qu'à ce moment-là, vous leviez tous, toutes et tous, en même temps, donc la main droite, et que vous prononciez tous en même temps cette formule essentielle « Je le jure ». C'est à ce prix que la prestation de serment des 1558 avocats présents ce matin sera bien recueillie. Monsieur le directeur de greffe, si vous voulez bien donner lecture de la formule du serment. Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage. Merci, monsieur le directeur de greffe. Je vais vous demander, chers élèves avocats, de bien vouloir vous lever. Je vous rappelle donc que lorsque je vous ferai ce signe-là, vous devrez lever la main droite tous en même temps et dire en même temps « Je le jure ». Tout le monde étant levé, la formule de serment va pouvoir être recueillie. Merci à vous. La Cour donne acte à Monsieur le procureur général de ces réquisitions, à Monsieur le directeur de greffe de la lecture du serment et aux élèves avocats de la promotion 2022-2023 de leur prestation de serment. Vous pouvez vous asseoir, chers élèves avocats. La Cour ordonne que du tout, il soit dressé procès-verbal qui sera donc annexé au registre des délibérations de la Cour. Monsieur le procureur général, avez-vous d'autres réquisitions? Je n'ai pas d'autres réquisitions, Monsieur le Premier Président. Merci, Monsieur le procureur général. Merci, Madame la bâtonnière, au nom de la Cour d'appel de Paris, pour la parfaite organisation de cette audience. L'audience solennelle est levée. Merci. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les magistrats de la Cour. Et félicitations à vous tous. Bienvenue. Bienvenue dans notre belle profession. Vous pouvez vous asseoir, oui.
Alors notre matinée va maintenant se poursuivre avec des prises de parole. D'abord celle du directeur de votre grande école, ensuite celle de Madame la bâtonnière Julie Couturier, et enfin celle de votre parrain Richard Malka. Écoutez-les bien. Vous allez être touchés, édifiés, j'en suis sûre. Et à ce moment-là, les applaudissements seront de mise, hein. Les photos aussi. Notre profession n'a rien contre les manifestations de reconnaissance, voire les honneurs. Alors, je dis notre profession. Cette cérémonie est la vôtre, mais j'espère que vous me permettrez quelques mots sur mon parcours. Je pensais qu'il y aurait une indication de ma date de prestation de serment, mais ce n'est pas grave. J'ai prêté serment en 1998, au siècle dernier. Et en effet, la profession d'avocat a été au cœur de ma vie pendant 20 années. J'ai été collaboratrice pendant 8 ans et ensuite associée pendant 12 ans au sein du cabinet Allen & Overy. Depuis 3 ans maintenant, j'ai répondu à une autre vocation, qu'on va appeler une vocation artistique. Je pense que c'est ce parcours qui fait que Madame la bâtonnière Julie Couturier m'a fait l'honneur de me demander de présenter cette cérémonie aujourd'hui. Je pense en effet que ma présence illustre au moins 2 réalités sur la profession d'avocat. La première, c'est qu'on ne quitte jamais tout à fait cette profession, parce qu'elle est, et j'espère qu'elle deviendra pour vous, quasiment une famille. Comme le disent les anglo-saxons, que j'ai beaucoup fréquentés, « You can take someone from the Paris bar, you cannot take the Paris bar from someone ». Alors je traduis, puisque je sais que tout le monde ne parle pas anglais dans cette salle, et je ne m'adresse pas à vous, hein, les élèves avocats. On peut retirer quelqu'un du barreau de Paris, mais on ne peut pas retirer le barreau de Paris du cœur de quelqu'un. La deuxième réalité de notre profession, je dirais que c'est que par sa richesse, le métier d'avocat mène à tout. Bah oui, la profession compte des hommes et des femmes politiques, des auteurs et des autrices. J'en veux pour preuve votre parrain. Quelle chance d'avoir un tel parrain, un parrain avec tellement de talent. On a aussi des avocats, comédiens, comédiennes, et j'ai même découvert qu'on avait des confrères influenceurs. Alors, donc vous le comprenez, vous l'avez vu, c'est un métier qui laisse toute sa place à la créativité. Un métier où on apprend tous les jours, un métier d'ouverture sur la société et sur le monde. Si vous vouliez un autre exemple, je citerai ce qui a déjà été cité, le fait d'avoir nommé à la tête de l'EFB un magistrat. Et j'appelle donc sur scène M. Gilles Acommando, le directeur de l'EFB. Merci bien pour vos propos. Bonjour à tous. Alors peut-être parce que je suis magistrat et dans le contexte actuel, je vais essayer d'être très synthétique et mon propos sera relativement court. Mes premiers mots sont tout d'abord pour vous, élèves avocats, pour vous féliciter de votre réussite à l'examen et aussi le fait de vous retrouver à l'EFB. Vous venez de prêter serment devant la cour d'appel. Cet acte, il est important, il est solennel et c'est le premier pas vers l'accès à la profession d'avocat. Pendant 18 mois, vous allez suivre la formation à l'EFB. J'ai bien dit 18 mois. Cette période comprend bien sûr les 6 mois
à l'EFB, mais aussi les 6 mois dans un cabinet d'avocat et les 6 autres mois de stage dans une autre entité. Maintenant, vous connaissez cette expression, les PPI. Ces stages, ce sont aussi des temps de formation pour vous et vous devrez les considérer de la sorte. Donc, 18 mois de formation, c'est à la fois long et court. Long, très certainement pour vous, qui êtes pressés de pouvoir exercer cette belle profession d'avocat. Court, puisqu'il convient de vous faire acquérir à la fois la connaissance des pratiques professionnelles de l'avocat, un savoir-faire et aussi un savoir-être. Cette formation, elle vous est destinée. Vous en êtes aussi les acteurs. Ainsi, nous vous proposons de choisir des formations spécialisées en vous invitant à retenir 2 des parcours sur une très large palette des 30 domaines de compétences. Vous serez aussi impliqués pour vous livrer tant à des activités de conseil que de contentieux. Et nous essayons de vous former aux différentes facettes du métier d'avocat. Au travers des foisonnements, vous serez amenés à être mis en situation. Vous pourrez aussi participer à des consultations juridiques, en particulier avec la clinique juridique, et aussi à des activités en groupe. Nous souhaitons vous donner les fondamentaux en matière d'exercice de l'activité professionnelle de l'avocat, avec tout d'abord, et cela a été rappelé par la Cour, à la fois le Premier président et le procureur général, en vous donnant la connaissance des règles de déontologie. La déontologie, c'est un élément central de votre identité professionnelle. Mais aussi, nous vous aiderons à comprendre comment fonctionne un cabinet d'avocats et quelles sont les contraintes économiques de gestion d'un cabinet. Enfin, nous avons conscience que vous êtes les avocats de demain et qu'à ce titre, vous devez manier ce qu'aujourd'hui on appelle les banques de données, mais aussi les outils d'intelligence artificielle. Nous vous aiderons en ce sens, de même que nous vous ferons participer, au travers de notre lab, à des activités nouvelles pour les avocats. Notre ambition, vous l'avez compris, c'est de vous préparer au mieux afin d'exercer le métier que vous avez choisi. Mais, au préalable, il faudra réussir le CAPA. Le CAPA, ce certificat d'aptitude, il se mérite. Il n'y a pas de délivrance automatique pour tous ceux qui entrent à l'EFB. Alors, un conseil, ne négligez pas votre formation parce que vous pensez déjà à l'étape suivante. Mais soyez-en assurés, si vous suivez régulièrement votre formation et que vous impliquez dans celle-ci, alors vous pourrez accéder à l'avocature. Aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, ce contexte nous amène à modifier ce qu'était notre ambition immédiate pour l'école, c'est-à-dire de vous faire revenir en présentiel à l'école. Nous sommes obligés de faire des choix différents et nous ne pouvons pas louer en permanence le Palais des Congrès pour vous assurer des conditions de sécurité sanitaire pour vos formations. Nous espérons très vite pouvoir vous retrouver tous en présentiel à l'école. J'espère vous porter d'autres informations, mais pour le moment, et au moins jusqu'à la fin du mois, nous restons, pour ceux qui débuteront par la période de formation, nous resterons en distance. Sachez enfin que toute l'équipe de l'EFB est mobilisée pour vous assurer une formation de qualité. Je conclurai ce propos qui se veut bref en vous présentant mes vœux pour
la nouvelle année, à vous, bien sûr, élèves avocats, mais aussi à tous ceux, et je pense en particulier à tous nos intervenants, et certains sont présents dans la salle, qui participent à votre formation. Merci à tous, bonne formation, et je cède immédiatement la parole à la présidente de l'EFB, Madame la Bâtonnière de Paris. Je me démasque pour la peine, pardon. Vous allez y avoir droit encore une fois. Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Paris, cher Jean-Michel Ayat, Monsieur le procureur général, cher Rémi Hetz, Madame la présidente de la Cour administrative d'appel, cher Pascal Fombeur, Monsieur le président du tribunal représenté par Monsieur Michaël Aravon, Mesdames et Messieurs les magistrats, Monsieur le président du Conseil national des barreaux, cher Jérôme Gavaudan, Monsieur le président de la conférence des bâtonniers, cher Bruno Blanquer, Mesdames et Messieurs les bâtonniers et vice-bâtonniers, avec une pensée particulière et amicale pour les bâtonniers du ressort de la Cour d'appel de Paris, car ce sont eux aussi vos hôtes aujourd'hui. Comme vous l'a indiqué à l'instant le directeur, je vous parle aujourd'hui en ma qualité non pas de bâtonnière mais de présidente de l'école. N'oubliez pas que c'est effectivement l'école des barreaux du ressort. Je porte donc la voix du barreau de Paris, bien sûr, mais aussi de tous les barreaux du ressort. Monsieur le directeur de l'EFB, cher Gilles Commando, cher Richard Malka, chers futurs consoeurs, chers futurs confrères, en cette rentrée 2022, je tiens à vous adresser mes vœux les plus chaleureux. Vœux de santé, bien sûr, dans le contexte que nous connaissons, de réussite aussi et surtout d'indépendance. Oui, en 2022, je vous souhaite d'être, de demeurer, de devenir des femmes et des hommes indépendants. Dans un autre contexte, ce souhait pourrait sembler déplacé, voire intrusif, mais rappelez-vous où vous êtes ce matin et pourquoi. Nous sommes réunis en l'honneur de votre rentrée solennelle, celle de l'école de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris. Elle scelle la fin de votre vie d'étudiant et lance le début d'une nouvelle aventure, celle qui mène à l'exercice de la profession d'avocat. J'ai prêté serment en 1995, il y a donc 28 ans aujourd'hui, j'étais à votre place, je me souviens de l'émotion qui était la mienne, je savais que j'aimais le droit, mais je ne savais pas encore, je n'étais pas encore tout à fait certaine de ce que j'allais faire de cet amour. J'avais été une étudiante studieuse, un peu scolaire, il faut bien le dire. Désormais, il me fallait sortir de l'académisme, des fiches, pour entrer dans l'apprentissage. Autrement dit, après avoir appris, il me fallait comprendre. Et pour ce faire, je devais faire confiance à mon esprit critique, à mon libre arbitre. En somme, devenir une femme indépendante, une avocate. C'est en réalisant cela, à ce moment-là, que j'ai été emportée par la vague. Si je vous raconte cela, loin de vouloir vous ennuyer avec mes souvenirs de jeunesse, c'est parce que je suis convaincue que le meilleur conseil que l'on puisse donner à un futur avocat, c'est « construis ton indépendance ». Indépendance d'esprit, indépendance professionnelle, indépendance dans vos engagements, c'est tout ce que je vous souhaite. Pour vous accompagner dans cette construction personnelle et professionnelle essentielle, il vous fallait un Pygmalion, un exemple à suivre. C'est notamment pour cela que nous avons choisi, avec le vice-bâtonnier Vincent Gnoré, de demander à Richard Malka de baptiser votre promotion. Cher Richard, merci d'avoir accepté de jouer le rôle du parrain pour inspirer nos jeunes confrères. Aujourd'hui, personne n'incarne avec plus de constance que toi ce combat capital en faveur de l'indépendance d'esprit. Qui que tu défendes, c'est à chaque fois notre liberté d'être, de dessiner, d'écrire, de penser ce que nous voulons, que tu protèges. Tu es l'un des rares avocats capables de faire l'éloge de l'irrévérence et de revendiquer le droit d'emmerder Dieu sans jamais sombrer dans l'attaque, sans jamais chercher à blesser. À l'époque que nous vivons, cela tient de l'exploit et je souhaite à nos jeunes confrères d'en être à leur tour capables demain. Il est essentiel que vous conserviez en mémoire que vous arrivez dans la profession à un moment tout à fait charnière. Donc, qu'en endossant la robe, vous endosserez également des responsabilités particulières. Ces dernières années, nous avons connu de nombreux attentats meurtriers, la crise du Covid qui perdure, les confinements et les couvre-feux, l'installation de distances sanitaires et sociales qui perdure elle aussi et qui nous les éloigne les uns des autres.
Nous avons connu la peur, accepté le repli sur soi qui l'accompagne souvent, le recul de l'état de droit et développé une angoisse de l'autre, de l'inconnu, de l'imprévisible. Nous avons observé l'aspiration à toujours plus de sécurité s'installer dans nos conversations, dans nos vies, dans nos exigences à l'égard des pouvoirs publics. Dans ce contexte, quel rôle l'avocat doit-il jouer? Quelle voix un expert du droit appliqué à la vie quotidienne doit-il porter? Ces deux questions sont fondamentales parce qu'un avocat ne peut exercer en planant au-dessus de ses concitoyens. Notre métier exige de regarder la réalité en face, même quand c'est dur, pour trouver des solutions. Des solutions qui sont, le plus souvent, parce que le droit, c'est la vraie vie, des affaires de compromis. Alors bien sûr, dans une société de clivage, où tout est devenu blanc ou noir, faire le pari de la nuance, de la complexité du monde, de la raison plutôt que de l'émotion, du droit plutôt que de la violence, n'est pas chose aisée. Pourtant, je suis convaincue que c'est là que réside la puissance de l'avocat. Dans cette capacité à prendre toute sa place dans la cité, à débattre, à défendre des principes humanistes, tout en refusant de sombrer dans la morale. À ce propos, dans son dernier livre, Le droit d'emmerder Dieu, qui reprend sa plaidoirie de l'hiver dernier lors des attentats de janvier 2015, Richard Malka a écrit « Aucune croyance, aucune idée, aucune opinion ne peut exiger de ne pas être débattue, critiquée, caricaturée. » Plus loin, « La liberté de critique des idées et des croyances, c'est le verrou qui garde en cage le monstre du totalitarisme. » Pour finir par cette vérité, le sens de ce procès, c'est aussi de démontrer que le droit prime sur la force. Car oui, le droit est une arme de construction massive, la meilleure que l'on puisse opposer à ceux qui tentent de déconstruire à coups de burin l'état de droit. Manier celle-ci, c'est ce que vous allez apprendre tout au long de ces 18 prochains mois dans cette école qui fait notre fierté. J'espère qu'à chaque pas, vous garderez en mémoire ces mots de votre désormais parrain. Vous connaissez son engagement en faveur de la liberté d'expression. Nourrissez-vous de celui-ci pour façonner une voie qui vous sera propre. Je ne peux que vous inviter à profiter pleinement de ces années de formation pour réfléchir à l'avocat que vous souhaitez devenir, à préciser votre domaine d'excellence d'une part et choisir le rôle donc que vous souhaitez tenir. Ces années de formation sont aussi des années où vous allez développer une culture commune, des amitiés indéfectibles. Croyez-moi, on n'oublie jamais ces années-là, elles sont la signature d'une vie. Si je ne devais vous donner qu'un seul conseil, il vous a déjà été donné, cultivez votre curiosité, votre ouverture d'esprit. Elles nourriront vos engagements, votre créativité, votre personnalité. C'est comme ça que vous deviendrez des avocats à part entière et, je l'espère, des avocats heureux. Je vous souhaite une excellente rentrée. Et je donne évidemment maintenant la parole à votre parrain Richard Malka. J'ai tant de choses à vous dire. C'est si émouvant pour moi d'être distingué par mes pairs après 31 années d'exercice. J'ai d'ailleurs pensé à vous raconter par le menu toutes ces années, mais ça prendrait légèrement plus qu'un quart d'heure. Et oui, les avocats sont comme ça, ils adorent parler de leurs hauts faits d'armes, de leurs états d'âme, et je ne déroge pas à cette règle. Mais premier conseil, jamais dans une salle d'audience. C'est triste, mais il est extrêmement rare que cela intéresse les magistrats, et il est encore plus rare que ce soit de l'intérêt de votre client. Donc, exit le récit d'anciens combattants qui aurait duré 12 heures, je préfère vous parler de vous. Ce qui est bien plus émouvant que ma fierté d'être votre parrain aujourd'hui, c'est de savoir avec une absolue certitude, vous ne le savez pas encore, que vous allez naître à une nouvelle vie. Aujourd'hui, vous épousez une profession qui va vous changer profondément. C'est une de ces professions qui agit sur ce que l'on est, qui change votre ADN, que vous ne laisserez jamais derrière vous. On est avocat 24 heures sur 24, qui modifiera votre manière de penser, de vous exprimer, votre rapport au monde. Être avocat, c'est bien plus qu'un métier, c'est une fonction, c'est une mission sociale, quasi philosophique, démocratique. Ça donne un sens à l'existence. Vous ne cesserez jamais plus d'être avocat. C'est le dernier moment où vous pouvez quitter le navire. Dépêchez-vous, sauvez-vous si vous n'êtes pas sûr, parce qu'après,
vous serez embarqués. Et je peux vous garantir que vous affronterez 1000 tempêtes, que vous traverserez des épreuves, que vous plongerez dans la souffrance de ceux que vous défendrez, que vous devrez apprendre à perdre. Et ça, c'est une des leçons les plus douloureuses de la vie, mais en même temps, une des plus utiles. Que vous aurez des horaires impossibles et des honoraires qui ne seront pas forcément en corrélation. Je peux vous garantir que vos conjoints, ça les fatiguera, que vous serez assommés de travail, de responsabilités, de stress, d'un stress inhumain. Il n'y a pas un mois au cours de ces 31 années d'exercice où je ne me suis dit qu'il fallait être maso ou fou, ou peut-être les deux, pour s'imposer une telle pression. Je peux vous garantir que vous vous ferez mal et qu'en plus de tout cela, vous serez réprouvé, incompris, attaqué, parce que vous serez aux côtés des pestiférés. Et dans les dîners en ville, il arrivera que vous voyez des regards réprobateurs, y compris parmi les membres de votre famille ou peut-être de vos amis. Et même parfois, vous serez attaqué par la presse parce que vous aurez défendu un pédophile, un violeur, un terroriste, un fasciste, un meurtrier ou pire, un banquier. Alors, je vous donne un truc, parce que ces situations arriveront. Vous leur répondrez que vous avez un super pouvoir. Vous voyez l'humanité partout, même chez les monstres, parce qu'il leur en reste toujours. C'est pour cette vie-là que vous êtes en train de signer. Ce n'est pas une sinécure, ça fait moyen en vie, mais il y a des contreparties. Vous allez vivre, à partir d'aujourd'hui, une odyssée. Et c'est ça qui est émouvant. Vous n'imaginez pas la richesse émotionnelle, psychologique, intellectuelle, l'intensité, l'incandescence que vous apportera cette profession. Vous serez Achille, Ulysse, Hercule ou Athéna. Et pour ceux qui n'ont pas lu Homère, Captain America avec son bouclier. Pour être franc, vous ne le serez pas tout le temps. Au début, vous serez noyé au milieu peut-être de tâches ingrates, des démarches, des formalités, mais parfois, plus ou moins selon les parcours de chacun, vous parviendrez à des moments de grâce. Vous défendrez des causes auxquelles vous croyez plus que tout. Vous sauverez des salariés ou des entreprises, vous créerez du droit, vous emmènerez des salles d'audience par la seule force de votre conviction. Et ça c'est magique, ça vaut le coup. Ça vaut tout, parce qu'il y a peu de choses qui, dans une vie, procurent des émotions aussi fortes, un tel sentiment d'utilité. Vous aurez la chance, vous, de posséder une transcendance. La défense, ça n'a pas de prix. C'est une profession qui change la vie, et c'est une profession où chacun peut trouver sa place, parce qu'elle offre 1000 possibilités ou domaines d'activité. Certains plaideront, d'autres pas. Certains rejoindront des multinationales du droit quand d'autres exerceront de manière artisanale dans des microstructures. On peut même écrire des bandes dessinées et personne ne vous le reprochera et vous ne serez pas jugé comme étant pas sérieux pour autant. C'est une profession, on vous l'a dit avant moi, où vous pourrez rester libre d'être ce que vous êtes. C'est une profession où lorsque l'on vient de nulle part, comme c'est mon cas, que l'on n'a pas les codes, que l'on ne connaît personne, on peut réussir quand même. Et je pense tout particulièrement à mon mentor, on vous l'a déjà cité, Georges Kiechman, qui était le plus grand plaideur de sa génération, lui, le fils de concierge analphabète. Et je pense aussi à Robert Badinter, fils de fourreur, déporté, qui a eu la carrière que l'on sait. Et même lorsque l'on n'a jamais été d'aucune chapelle, d'aucun syndicat, d'aucun réseau, qu'on ne connaît ni sa bâtonnière, ni les membres du Conseil de l'Ordre, on peut quand même être honoré, comme je le suis aujourd'hui. Croyez-moi, il n'y a pas tant de métiers où c'est possible. Vous avez de la chance, vous avez tous les possibles devant vous, qui que vous soyez. Certains partiront avec plus d'atouts que d'autres parce que c'est la vie, mais dans 5, 10, 15 ans, finalement, ce qui vous distinguera, ce sont vos qualités de cœur, ce sont vos qualités intellectuelles, ce sont vos qualités émotionnelles. L'avocature est restée une profession méritocratique et pour moi, ce n'est pas un gros mot. Vous avez de la chance car c'est un métier d'aventure et de combat qui ne connaît pas la routine. Chaque
cas est différent, chaque audience est un duel et chaque enjeu sera essentiel pour vos clients. Vous avez de la chance parce que c'est un métier noble. Défendre, conseiller, c'est noble. Vous avez encore plus de chance car c'est probablement une des dernières professions de ce pays où l'on dispose d'une parole libre. Et cela implique une obligation, une seule, en faire usage. Il existe deux espaces où la loi prévoit une immunité de parole quasi totale, la loi de 1881. Le premier espace, c'est le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat. Le deuxième, ce sont les salles d'audience. Il n'y en a plus qu'un en réalité, les salles d'audience. Parce qu'à partir du moment où il y a des caméras dans les parlements, on ne parle plus de la même façon. On fait attention, on pose, on a peur, les emportements passent mal. Et c'est la raison pour laquelle je suis farouchement et radicalement opposé à l'entrée des caméras dans les salles d'audience, parce que ce serait la fin de cette liberté de parole. Votre liberté sera aussi celle de ne pas avoir de patron, si vous le souhaitez, mais je vous incite quand même à la patience. En tout cas, c'est mon expérience, c'est un métier de transmission. C'est un peu comme dans Star Wars. Choisissez-vous un bon maître Jedi et restez auprès de lui des années, parce que ça met du temps d'être formé, parce que sinon, on peut tomber du côté obscur de la force. Liberté aussi de choisir vos causes, de vous engager ou pas dans des combats de société, ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Mais là encore, il y a une obligation. Si vous voulez être respecté, il faut toujours rester avocat. Nous ne sommes pas des militants. En tout cas, nous pouvons être militants dans notre vie civile, mais pas dans une salle d'audience, pas dans vos cabinets. Gisèle Halimi défendait la cause des femmes. Robert Badinter, l'abolition. Jacques Vergès avait un combat contre le colonialisme. Corinne Lepage adhère à la cause écologiste. François Sureau adhère à celle des sans-papiers, milite pour les sans-papiers. Tout cela est très bien, tout cela est parfait. D'autres encore font de la politique. Mais dans une salle d'audience, dans un cabinet, on fait du droit. On ne soulève pas n'importe quoi. On respecte la déontologie qui sera votre Bible, votre colonne vertébrale. À l'extérieur, vous ferez ce que vous voulez, mais le prix du respect que vous gagnerez, de la reconnaissance que vous obtiendrez sur le long terme, c'est le sérieux, pas la gesticulation. Certains accéderont à la réussite financière, d'autres seront connus des médias, mais vous n'irez jamais chez Hanouna, sinon je vous renie. D'autres accéderont à une rare connaissance de la nature humaine, d'autres à la gloire peut-être. Tout vous est possible, d'autant que l'on m'a dit que la sélection avait été drastique cette année et j'en déduis donc que ceux qui sont présents aujourd'hui sont des guerriers. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance parce que vous avez devant vous une profession magique, merveilleuse. Vous allez rencontrer sûrement quelques confrères qui vous diront que c'est dur, que c'est bouché, que c'était mieux avant, que la confraternité se perd, que vous allez crouler sous les charges. Tout cela est en partie vrai, mais ne les écoutez pas trop. C'est le plus beau métier du monde, un métier de passion. Je n'ai jamais regretté, pas un instant, de l'avoir épousé, malgré toutes les épreuves traversées, et il y en a eu. Là où il faudra en revanche les écouter, ces confrères, c'est quand ils vous diront que le manque de moyens de la justice est notre calvaire à tous. Et il vous faudra faire preuve d'une solidarité sans faille avec les autres professions judiciaires, avec les magistrats, pour que cela cesse. En 30 ans, les délais de jugement ont été doublés ou triplés. Le juge unique a remplacé la collégialité et les ordonnances pénales ont remplacé le juge unique. Et pendant le même temps, tous les 2 ou 3 ans, nous avons le droit à une belle réforme de la procédure pénale ou de la procédure civile, avant même que nous n'ayons eu le temps de comprendre les précédentes. Ça ne peut plus durer, c'est un combat commun que vous aurez à livrer. Tout est possible. Et même si vous avez moins d'aisance oratoire que d'autres, tout restera possible. Alors là, ça vous étonne, mais je vais vous révéler un grand secret qu'il m'a fallu bien du temps pour percer. Peu importe que vous soyez doué ou pas pour la parole, ce n'est pas ça qui vous fera parvenir à l'excellence, à l'éloquence.
Le secret, c'est à 90% du travail, encore du travail, de l'humilité, de l'oubli de soi, comme je vous le disais en préambule. Mais surtout, le secret, c'est de vivre. Aimez, soyez trompez, soyez trompés, ayez des peines, ayez des joies, soyez déprimés, soyez en colère, voyagez, lisez, surtout Cicéron. Vivez, c'est cela qui fera votre profondeur et c'est votre profondeur qui fera votre éloquence. Et peu importe si vous bafouillez ou si vous avez moins de talent oratoire que d'autres, ça n'a aucune importance. Soyez sincères, soyez profonds, vivez, accumulez les expériences. Et puis ça vaut pour tout le monde, il faut du courage. Parce que c'est la vertu cardinale, parce que sans courage, rien n'a de sens. Le courage d'affronter l'air du temps, les modes, les dogmes, les donneurs de leçons. Et j'ai le pressentiment, comme votre bâtonnière vous l'a dit, que sous cet angle, votre génération, votre promotion va être confrontée à une époque bien plus dangereuse que ne le fut celle de mes débuts. Je vous le disais, vous avez une parole libre et vous serez souvent les derniers remparts des libertés. Des libertés qui sont toujours menacées au nom du bien. Ceux qui veulent nous retirer nos libertés avancent toujours sous l'étendard du bien, ne vous y trompez pas. Il y a toujours de bonnes raisons d'abandonner nos libertés et notre état de droit. Des bonnes raisons d'abandonner la présomption d'innocence, car il faut sacraliser certaines paroles, d'abandonner la prescription au nom des victimes, la liberté d'expression parce que ça fait de la peine, le secret professionnel parce que le blanchiment, c'est pas bien. Il y a toujours des bonnes raisons. On vous en trouvera toujours. Et puis c'est compliqué. Et puis le curseur est difficile à placer parce que entre Covid et terrorisme, et donc loi contre le Covid et le terrorisme, ces dernières années ont été douloureuses pour toutes nos libertés. Et cela démontre à quel point c'est compliqué de savoir où mettre le curseur parce qu'il n'y a pas d'absolu non plus. La liberté n'est pas au-dessus de tout. Pour être libre, encore faut-il vivre. Alors chacun d'entre vous mettra le curseur où il voudra. Et certains défendront des visions opposées. Et c'est très bien ainsi. La seule chose que je vous demande, comme l'a dit Madame la bâtonnière, comme membre de la promotion Malka, c'est d'exercer votre esprit critique plutôt que de choisir des postures, de crier avec les loups. C'est d'avoir le courage de penser par vous-même, même si vous êtes seul au monde. Votre métier ne consiste pas à être aimé ou compris. Vous êtes au-dessus de cela. Vous êtes libre. Vous êtes les derniers à être libres. Et pour le rester, il faut se moquer de l'opinion. Si vous vouliez être aimé, il fallait faire fleuriste. Vous avez une chance incroyable d'être là. Vous avez une chance incroyable d'être là. Saisissez-la de tout votre être. Embarquez sur vos dracars. Accrochez-vous à vos rêves. Parce que ce que l'on ne rêve pas, on ne peut jamais l'obtenir. Jamais. Bienvenue dans cette aventure exaltante, passionnante, qui fera de vous des piliers de notre démocratie, des défenseurs de nos valeurs républicaines. Mettez toute voile dehors et partez à l'abordage d'une vie aussi riche qu'utile et exaltante. Merci. 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 Merci Richard, merci de tes mots, enfin de vos mots, pardon. Merci de nous avoir rappelé que même un banquier pouvait être défendu. Merci surtout de nous avoir rappelé que la liberté se cultive et que la liberté de parole n'existe que si on l'exerce. C'est maintenant la fin de cette cérémonie. Et pourtant, quand j'étais en coulisses, je me disais que vous vous disiez peut-être que je ne vous avais pas tout dit. Et je crois que c'est vrai. Bon, je suis
Je suis une femme. Voilà, je suis une femme, on ne va pas en faire toute une histoire, enfin, comme la moitié de l'humanité, comme une personne sur deux. Enfin non, dans cette salle, ce n'est pas exact. Dans cette salle, il y a 1558 personnes, enfin 1558 élèves avocats, et 66% d'entre vous sont des femmes. Oui. Alors, mon passé professionnel fait que j'ai un biais, je n'ai pas pu m'empêcher de compter et de noter pourtant qu'au moment de l'association, cette répartition ne se retrouve pas, puisqu'il n'y a que 25% des associés dans les cabinets d'avocats qui sont des avocates. Alors, souvent mes amis me disent « mais non, mais dans 10 ans, le rééquilibrage se fera ». Et je me dis « 10 ans, c'est bien, parce que 10 ans, ça nous mène à 2032. C'est parfait pour vous, c'est votre promotion, la promotion Malka. Dans 10 ans, vous serez au fait de vos carrières et peut-être aux portes de l'association, ou peut-être le serez-vous déjà. Alors, mesdames, moi j'ai envie d'être optimiste et j'ai envie de vous proposer aujourd'hui de prêter un petit serment parallèle. Je l'appelle le serment de l'ambition. Voilà, je voudrais que vous vous promettiez, on n'a pas besoin de le crier, on n'a pas besoin d'applaudir, que chacune se promette de viser haut. Et quand je dis viser haut, c'est évidemment l'association, mais c'est aussi tout ce que nous a dit Richard Malka aujourd'hui, de devenir des avocates compétentes, humanistes, libres. Vous êtes ici parce que vous le méritez, vous avez toute légitimité, et franchement, n'en doutez jamais. Je regarderai en 2032 où vous en êtes. Bon, en réalité, ce mini-serment parallèle, il est valable pour tous les élèves avocats, hein, hommes ou femmes. Je pense que vous avez tous le droit et d'ailleurs le devoir d'ambitionner, de devenir de grands avocats et de grandes avocates, des gens compétents, des gens libres, des gens ambitieux. Alors maintenant, c'est la véritable fin de cette cérémonie. Et je vais vous expliquer, vous donner quelques éléments pratiques. Le serment que vous avez prêté aujourd'hui ne sera valable que si vous signez les registres. Alors ne vous envolez pas, il faudra à la sortie de cette salle signer des registres. Vous trouverez différents points en fonction de votre nom de famille. Pour des raisons sanitaires, la sortie se fera par rang de 5. Des hôtesses vous indiqueront la façon dont ça doit se passer. Voilà. Donc n'oubliez surtout pas de signer. Il me reste à remercier chacun de vous de sa présence aujourd'hui. Les élèves avocats, Madame la bâtonnière, Monsieur le vice-bâtonnier, Monsieur et Mesdames les bâtonniers du ressort de la Cour d'appel, Messieurs et Mesdames les magistrats de la Cour, cher Richard Malka. À tous, merci et au revoir.